Bonjour à tous, bienvenue dans le QG des maires de Télé Grenoble. Tous les trimestres, 3 maires des communes de la métropole grenobloise viennent sur ce plateau nous parler de leur territoire. Aujourd'hui, cap à l'est avec les communes de Gières, Domaine et Venon. Merci à tous les trois d'être présents. Pierre Véry, maire de Gières. Bonjour. Christelle Bayon, maire de Domaine. Bonjour. Et Marc Audon, maire de Venon. Bonjour. 3 communes voisines situées à l'est de l'agglomération grenobloise, au pied du massif de Belledonne. On a fait une petite animation qui nous permet de situer vos 3 territoires. Alors je commence toujours cette émission par un petit tour de table pour savoir si vous connaissez bien vos voisins. Alors Pierre, combien d'habitants à Venon? Combien d'habitants à Venon? 1200. 1200, Marc, il est un peu loin quand même là. 767 au dernier recensement. J'étais ambitieux. Comment on appelle les habitants de Venon? Des amis. Les amis. Ah ça, on ne l'avait jamais fait. Des Venonnais et des Venonnaises, c'est ça? Des Venonnais, Venonnaises. Bon. Marc, même question pour Domaine. Combien d'habitants à votre avis à Domaine? Domaine, c'est 6500. Ouais, c'est plus. 6890. Ah, bah, il est pas mal. Il est pas mal. Et on appelle les habitants de Domaine? Bon, c'est facile. Domenois. Doménois. Doménois et doménoises. Avec le « et ». Domaine qui abrite l'un des plus vieux monuments de l'Isère encore debout, un priori qui a pratiquement 1000 années d'âge. Tout à fait, oui. Debout, c'est vrai qu'il est, comme vous le dites, il est encore debout, parce que c'est vrai qu'il est préservé. C'est une association qui le gère et qui se trouve, c'est un priori qui se trouve à côté de notre cimetière. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est au calme. 11e siècle, pour... Tout à fait. La date de ce vestige de notre histoire. Christelle, à vous, combien d'habitants à Gières? Gières doit tourner autour de 7000 habitants. Il est bon. Il est bon? 7120, je crois. Donc vous avez un peu plus que Domaine. Ouais. Un petit peu plus, oui. Et les habitants de Gières, bon là aussi. Des Giérois. Et des Giéroises. C'est ça, Pierre? Il a tout bon. Il a tout bon. Bon. Gières qui a la particularité d'héberger sur sa commune une partie du campus universitaire. Un gros tiers du domaine universitaire avec, on a la chance, l'arboretum, qu'il faut aller visiter, parce qu'on a des arbres séculaires, on a des arbres qui avaient été plantés au moment des Jeux Olympiques et pour certains avant. Il y a des séquoias notamment, donc il faut aller se promener dans l'arboretum, on y retrouve beaucoup de faune et de flore, bien sûr des lapins, des lièvres, on trouve l'écureuil, on retrouve des hérissons, enfin plein de faune et de flore. C'est un coin très sympa du domaine universitaire qui est au bord de l'Isère, donc c'est vraiment un coin très sympa. C'est un endroit que vous connaissez bien, le domaine universitaire, que vous avez fait une partie de votre carrière professionnelle au centre scientifique et technique du bâtiment? Aux franges de l'université. Moi, je suis parisien d'origine, mais effectivement, quand je suis arrivé sur Grenoble, je travaillais pendant 1 an dans la microélectronique et ensuite j'ai fait toute ma carrière au CSTB. D'abord comme ingénieur système, informaticien, puis j'ai terminé sur les 10 dernières années comme directeur adjoint du centre. Vous êtes à la retraite depuis 2 ans, je crois. Voilà. Vous êtes devenu maire en 2012 sans passer par la case habituelle des électeurs. Oui, entre 2012 et 2014, Michel Issindou briguait un 2e mandat de député. Qui était le maire de Gières à l'époque. Il était le maire de Gières à l'époque. Et il s'était engagé, s'il était élu pour un 2e mandat de député, parce qu'il n'avait pas le temps de tout gérer à l'époque, de laisser sa place. Donc le conseil municipal m'avait fait confiance en 2012. Et en 2014, je me suis présenté au suffrage universel et j'ai été élu par la population. Et réélu en 2020. 2020. Gières, ça fait une 50aine d'années que c'est une commune gérée par des maires de gauche. Oui, centre-gauche, Parti socialiste, c'est géré depuis 1977 par la gauche. Bon, vous êtes membre du PS? Du Parti socialiste, moi-même, oui. Et vous avez un mandat à la métropole qui est important, puisque vous êtes en charge de l'air, de l'énergie et du climat. Trois petits sujets à notre époque. 3 petits sujets, voilà, on va en parler. Bon. Christelle, vous aussi, vous êtes devenue maire sans passer devant les électeurs. Ça vous fait un point commun avec Pierre Véry. 2017, donc, où Michel Savin s'était représenté en tant que sénateur. Donc c'était un accord avec tous les élus de la majorité. Donc j'ai été élu par le conseil municipal en 2017, c'était en octobre. Et donc je me suis représenté en 2020 avec une nouvelle équipe. Certains repartaient de l'ancienne, mais beaucoup de nouveaux. Et donc on est reparti pour un mandat jusqu'à 2026. Bon, vous avez été réélu avec 58% des voix. Ça. Avec 3 listes.
Avec 3 listes, oui, c'est important. C'est important de le dire. Succéder à une personnalité comme Michel Savin, qui a été maire pendant plus de 20 ans, j'imagine que c'est pas évident. C'est pas toujours évident, mais on travaille en bonne entente et en bonne intelligence avec Michel, qui nous apporte beaucoup en tant que sénateur, en tous les cas. Et bien sûr, il a l'antériorité, ce qui nous permet d'avoir de bons retours et de bonnes remarques de sa part quand il y a des dossiers qui sont un peu compliqués ou difficiles. Bon, j'avais vu que vous étiez allé voir pratiquement un par un tous les habitants de domaine à l'époque. Tout à fait. À l'époque, en 2017, lorsque j'ai été élu, donc j'ai fait le pari donc, de faire tous les foyers de la commune. Donc j'ai fait plus de 3000 foyers. Ça m'a pris 1 an. Allez, donc, sans compter les week-ends, le soir. Donc j'étais souvent accompagné d'un élu. Souvent j'étais seul. Mais ça a marqué les esprits en tous les cas, puisque les gens m'en reparlent encore aujourd'hui et se souviennent de mon passage, qui était plutôt une surprise pour les habitants, parce que ce n'était pas pendant une période électorale, loin de là, puisque c'était juste au moment où j'étais élu en 2017. Et donc ils ont apprécié ce passage, en tous les cas. Alors vous avez une autre particularité, c'est que vous travaillez pour une autre commune de l'agglomération Grenoble, l'autre bout à Sassenage. C'est pas compliqué à gérer, ça, d'avoir pieds dans 2 communes de la métro. 2 casquettes, comme vous le dites. Je suis collaborateur de cabinet de monsieur le maire de Sassenage, donc du nouveau maire qui s'appelle Michel Vendra aujourd'hui. Ça fait je suis à Sassenage depuis 2005. Donc j'ai aménagé mes horaires, bien sûr, parce que je travaille, je fais 35 heures quand même par semaine, 36 heures maintenant, puisqu'on est obligé de faire 1 heure de plus. Mais bon, je gère. J'ai des horaires qui sont un peu différents des autres collègues, mais je fais ma journée à Sassenage et ensuite je viens l'après-midi donc à Domaine et je gère mes dossiers à Domaine. Et voilà, je vois les habitants quand j'arrive sur mon parking. Souvent, j'arrive en retard en réunion parce que... Il faut traverser la métropole. Non, pas traverser la métropole. Il faut traverser le parking. Et beaucoup de gens m'interpellent. C'est plus long encore. Bah oui, parce que on est un peu connu. Et il y a pas mal de gens qui viennent me voir, ou juste pour me saluer, pour me dire comment ça va, ou me donner quelques informations sur leur vie au quotidien. Marc Audon, vous êtes le plus jeune des 3 en termes, en tout cas, de mandat de maire, puisque vous avez pris la tête de votre commune en 2020, même si ça fait une quinzaine d'années que vous êtes investi dans la gestion de Venon. Oui, j'ai été élu en 2008, et donc c'est François Gerbier qui était maire. Et j'ai fait donc 2 mandats avec elle, qui m'ont permis de prendre connaissance un peu de la chose politique, parce que je ne la connaissais pas, je n'étais pas investi particulièrement dans ces sujets-là, mais de développer un intérêt majeur pour ma commune et pour la métropole, puisque c'est sous ce premier mandat que Venon a rejoint Grenoble-Alpes Métropole. Donc on était avant sur les balcons de Beldonne, puis on est passé au Grésivaudan. Vous avez bien circulé de communauté en communauté. On avait le droit de passer une année après le rattachement quand ont été faits les regroupements sur une communauté, on va dire, de communes qui étaient limitrophes, et Grenoble-Alpes Métropole est notre bassin de vie. Et donc c'est ce qui a été fait. Voilà, donc maintenant j'ai été élu en 2020 avec une équipe aussi qui a été renouvelée. Et voilà, c'est un vrai plaisir en tout cas. Alors vous êtes professeur en sciences de l'ingénieur à l'IUT 1, c'est sur le campus universitaire. Alors je ne sais pas si c'est côté Saint-Martin-d'Air ou JR, l'IUT 1 ? Exactement, c'est sur Saint-Martin-d'Air. Ah. Mais on n'est pas loin. Hein. Si on traverse, il y a une partie qui est sur JR, exactement. Bon, à la limite. Alors vous avez une différence quand même notable avec vos 2 confrères. On l'a vu sur la présentation avec les tailles de ville, c'est que vous ne gérez pas une petite ville, mais un village perché au-dessus de l'agglomération grenobloise, dans un cadre de vie et un panorama très, très prisé, mais qui peut aussi avoir quelques contraintes. On a souvent tendance à identifier ces zones comme des cités dortoirs où les gens viennent simplement rentrer chez eux et puis vivent en bas dans l'agglomération. C'est sûr, et on essaye de travailler, on travaille sur ces sujets. Notre ligne de conduite, c'est vivre à Venon. C'est justement développer tout ce qu'il faut pour que l'on ait envie de se rencontrer, de vivre ensemble sur la partie culturelle, la partie d'animation, la partie des services aussi rendus aux habitants et la proximité. Et donc ça, on y tient beaucoup. Et Venon est tournée vers la métropole, naturellement, mais elle développe aussi en son sein sa signature et sa spécificité. Vous avez inauguré il y a quelques jours un cœur de ville, cœur de village, on va dire. Voilà. On voit là quelques images. Oui. Alors c'est un
un sujet très intéressant qui a été mené, c'est presque, on va dire, 2 mandats pour arriver à ce résultat. C'est la réflexion sur le cœur de ville, qui est, on va dire, très, très jolie et bien placée, et sur lequel le moindre impact, la moindre construction amène beaucoup de questionnements. Comment pouvoir s'intégrer, respecter le site. Et donc on a travaillé avec la métropole aussi sur ce programme qui était cœur de ville, cœur de métropole, et sur lequel on a pu travailler ensemble en co-maîtrise d'ouvrage sur les aménagements qui étaient autour de la place, et vraiment le penser dans une optique de service aux habitants et du fait de pouvoir vivre, de pouvoir accueillir, et on va le faire encore dans les week-ends qui viennent, des balles, des animations, et pour que ce centre de Venons soit vraiment un centre de vie. Il y a un problème récurrent, souvent aux toutes petites communes de l'agglomération, c'est le maintien des services publics. À Venons, est-ce que l'école, par exemple, est un sujet de questionnement pour vous, Marc, en tant que maire ? C'est un sujet d'attention, pas de questionnement, d'attention, parce que l'école est très importante dans un village. Elle permet vraiment de maintenir ce lien entre les personnes, d'avoir une grande dynamique. On a une association des parents d'élèves qui est très dynamique depuis très longtemps. Et voilà, donc ça produit beaucoup de vie. On a 3 niveaux de classe, donc c'est assez important, et ça permet de dynamiser tous les liens entre les Venonnais, entre même de grands-parents jusqu'aux tout petits enfants. Tout le monde se trouve l'occasion de se retrouver autour de l'école, de la salle des fêtes et des aménagements qui ont été faits autour. On a un très petit joli stade, on joue à la pétanque, bref, on se rencontre. Et puis, parmi les actions que vous avez menées pour dynamiser la commune, vous avez aidé à l'ouverture d'une boulangerie, en tout cas de mettre sur les rails un projet de boulangerie artisanale qui a vu le jour il y a quelques mois. Ah oui, on a soutenu vraiment, ça fait quelques années, un an exactement, un peu plus d'1 an, qu'une Venonnaise d'origine est arrivée avec ce projet, avec son compagnon, en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait démarrer, on a envie de favoriser les rencontres locales, de produire local ici, et d'être un lieu de rencontre et d'accueil autour de la boulangerie. Alors oui, on a essayé de les accompagner pour mettre à disposition des locaux, pour favoriser le développement de leur activité. On est très fiers qu'aujourd'hui ça serve aussi, parce qu'ils sont présents sur pas mal de marchés de la métropole. Voilà, et on peut voir leur savoir-faire et leur ancrage à Venons. Et leur boulangerie, la fabrication est faite sur Venons. Place. Sur place. On a vu des images de l'atelier, les croissants ont l'air bons comme ça. Ils ont été classés meilleurs croissants de l'Isère. Voilà, ils avaient l'air bons, je ne les ai pas goûtés, mais je vous fais confiance. J'imagine que c'est plus facile de maintenir ou de développer des commerces à Domaine et à Gières avec 6 ou 7 000 habitants qu'à Venons. Comment ça se porte ce secteur, Christelle, chez vous ? Nous, ça se porte bien, mais ce n'est pas si facile, comme vous pouvez le dire. Pour maintenir le commerce local, il faut quand même, il faut que les gens se bougent. Souvent, on a des commerces qui ferment, donc il faut trouver régulièrement de nouveaux commerçants qui veulent s'investir et qui veulent justement donner d'eux-mêmes sur la commune. On a acheté 2 commerces, enfin 2 commerces c'était un auto-école et puis une laverie. Qu'on va qu'on va relouer justement à de nouveaux commerçants. Enfin, on espère rapidement, quelques travaux à effectuer à l'intérieur. On a la chance d'avoir une association donc Ascendo, qui s'appelle Ascendo, qui aujourd'hui donc regroupe la plupart des commerçants, des artisans et des industriels. Donc, il fait vivre aussi la ville. C'est important qu'il y ait des animations qui sont faites en collaboration, donc ville et association. Et c'est pas si facile que ça. Et il faut toujours être, comme on dit, les mains dans le cambouis pour qu'il y ait de nouveaux commerçants qui viennent s'installer sur la commune et qu'on soit surtout attractif. À Gières, j'imagine que les commerçants n'accueillent pas forcément à bras ouverts le développement des grandes structures commerciales. Je dis ça parce que vous êtes aux portes de Saint-Martin-d'Air. Il y a déjà pas mal de commerces. Il y en aura bientôt une nouvelle zone à la fin de l'année. Comment ça se passe ? Alors, en tout cas, ils ne s'en plaignent pas. Et ce que disait Christelle est tout à fait vrai. Il faut maintenir l'attractivité. Moi, je rappelle qu'il y a 10 ans en arrière, en 2010, on avait 6200 habitants à Gières. On avait perdu 400 habitants.
le PLUI n'était pas encore installé, on a été passé du poste au PLU, il y avait des grands terrains mais qui ne se libéraient pas. Donc on perdait des habitants chaque année, on fermait les classes, il y avait un peu moins de monde dans les associations. Les commerçants pouvaient être inquiets alors que le commerce est très dynamique. Une étude de la CCI, la Chambre de commerce de l'époque, nous disait que le panier moyen dépensé à Gières était de 20% supérieur au panier moyen dépensé à Grenoble, avec des vrais commerçants très attractifs. Et puis donc on a construit depuis une douzaine d'années, on a construit un écoquartier, on a remonté notre taux de logements sociaux. On a bien évidemment l'obligation de la loi SRU. On est aujourd'hui à 23,4% de logements sociaux, ce qui nous permet effectivement de créer de l'attractivité. Il fallait regarder comment se développait le centre urbain. Il faut aussi des parkings pour permettre aux gens, parce que vous avez à peu près la moitié de la clientèle des commerces girois qui vient de l'extérieur. Donc vous traversez la commune en direction de Murianette ou Domaine, par exemple. Les gens s'arrêtent, on acheter le pain ou chez le boucher. Voilà, il y a des commerces de très grande qualité. Donc il fallait aussi qu'on aménage notre espace pour permettre ces stationnements. Mais aussi aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, la question des mobilités. Aujourd'hui, on se déplace aussi beaucoup plus à pied, à vélo. Donc il faut aussi être en capacité d'accompagner ce changement pour permettre effectivement aux commerces de bien vivre. Et ils vivent plutôt bien à Gières. Ils ne sont pas inquiets parce qu'il peut se développer à quelques kilomètres de chez nous. Vous avez 3 communes où, a priori, il fait bon vivre. Parmi les premiers projets d'aménagement, notamment à Gières et puis je crois à Domaine également, il y a celui de le développement de la vidéoprotection. Pierre. Oui, alors, on avait déjà installé quelques caméras au centre-ville qui nous rendent de grands services, qui nous ont permis d'élucider quelques affaires. Et on va développer 7 caméras au cœur de ville, autour de la place de la République, pour à la fois gérer la proximité de l'école. On a eu quand même quelques visites depuis quelques années les étés, parfois les week-ends dans les écoles. Donc il ne faudrait pas qu'il arrive ce qui est arrivé depuis 4 jours à 246 groupes scolaires en France. Donc ça nous inquiète. Donc effectivement, et puis il y avait une forte attente des citoyens de pouvoir un peu sécuriser ces espaces parce que quand ça bouge, vous avez de la circulation, parfois au-delà de minuit, des gens qui font un peu de bruit. Donc la caméra, ça nous permet de renseigner en fait les forces de police qui nous disent mais avec des renseignements, on peut mener des enquêtes et on peut effectivement circonscrire quelques incivilités. C'est un outil sur lequel mise aussi la commune de Domaine ? Tout à fait. Nous, on a mis un PPI, un plan pluriannuel d'investissement concernant la vidéoprotection. Donc nous, c'est 40 caméras sur plus de 25 emplacements. Donc ça va être fait sur 2 ans. Et c'est vrai qu'on a lié ça aussi à l'éclairage public. Parce qu'en fait, il est important de savoir que s'il y a des caméras, il faut qu'il y ait de l'éclairage. Dans le noir, elle marche moins bien. On a des infrarouges, mais qui sont pas aujourd'hui assez fiables pour les enquêtes. Donc la gendarmerie nous a expliqué qu'aujourd'hui, si on mettait de la vidéo sans éclairage public, ça ne servait à pas grand-chose. Donc l'éclairage public, c'est aussi une réflexion qu'on a eue et donc qu'on met en place. Donc on met dans nos investissements donc chaque année du remplacement les lampes sodium par de la LED et donc ce qui diminue beaucoup les coûts de fonctionnement. Et de partout où on aura donc de la vidéo, restera donc l'éclairage public. Voilà, ce qui est important. Il y a des problèmes de délinquance à Venon. Vu d'en bas, on a l'impression que c'est l'endroit idéal, très paisible. On a les mêmes problèmes que sur une petite ville de... Ouais. Pas le même type de problème, mais on a aussi de la délinquance, parfois des cambriolages, des incivilités. Bon, après, la vidéoprotection est intéressante, mais elle ne résout pas tout. Et on travaille beaucoup sur le lien avec la population et le fait de ne pas amener à une escalade. Après, sur Venon, oui, nous sommes en réflexion pour aussi pouvoir garder des images sur les 3 entrées principales de Venon. On a contacté, on a travaillé avec la gendarmerie pour que ce qui est installé soit aussi efficace, tout en n'étant pas hors de prix et hors de maîtrise d'une commune comme la nôtre. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler sur les 2 aspects, pas travailler sur la peur et paraître comme un fortin séparé des autres, mais bien ce côté que dans la vie en commun, il y a des règles et que ces règles elles doivent être respectées. C'est important ce que disait Marc, c'est un outil complémentaire aux forces de police. Voilà. Nous, on a 5 policiers municipaux, 2 médiateurs, mais après 23 heures, ils sont plus sur le terrain. Et donc, voilà, quand ça se passe entre 23 heures et 2 ou 3 heures du matin, nous, en zone police, la police nous dit, écoutez, on aurait besoin d'images pour pouvoir vous accompagner quand il se passe des cambriolages ou des incivilités dans votre commune.
Donc voilà, c'est un outil complémentaire, ça ne réglera pas tout, comme le dit Marc, hein, mais c'est un outil complémentaire. Domaine et Venon, c'est la même gendarmerie. Hein. Vous n'êtes plus en zone police. Ouais, on a les mêmes gendarmes. Tout à fait, qui font un travail remarquable d'ailleurs et qu'il faut souligner. Ouais, on a un contact permanent, enfin moi je sais que j'ai un contact permanent journalier avec le commandant de la brigade de domaine. Et dès qu'il y a des problèmes d'un côté comme de l'autre, on est vraiment en lien étroit entre nous. Ouais. Alors, il y a une problématique auquel sont parfois confrontés les maires de l'agglomération, notamment pendant l'été, c'est l'installation temporaire de gens du voyage. Je crois que c'est le cas en ce moment chez vous à Domaine, Christelle. Tout à fait. Nous avons donc des gens du voyage qui sont arrivés donc, la semaine dernière, enfin le dimanche en général, parce que c'est le moment où ils voyagent. Hein. Donc d'un point à un autre, c'est leur jour de déménagement, puisqu'on a convenu qu'ils allaient partir normalement après le 14 juillet, donc le 16. Donc ils doivent partir sur une autre commune ou sur un autre site. Je les ai rencontrés le jour même. Hein. Je suis allé sur place, je leur ai expliqué que la métro avait mis en place donc un terrain adapté aux gens de grand passage. Donc je leur ai indiqué le terrain, donc il se trouvait donc sur le site Alibert, puisque un emplacement était prévu, validé par monsieur le préfet, bien entendu. Sauf qu'aujourd'hui, au vu de l'état de cet emplacement, alors je vois que c'est pas le même. Ça c'est pas l'emplacement. Ça c'est les occupations parfois sur le campus. La friche Alibert, on voit la friche Alibert. C'est celle-là. Donc, j'en ai parlé au président Ferrari l'autre jour. Je lui ai dit que c'était pas possible qu'on puisse laisser installer des gens du voyage avec des familles et des enfants qui ont 3 ans sur une dalle en béton pendant cette période estivale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai accepté que ces familles-là, donc il y a 25 ou 30 caravanes, restent sur le site de Domaine. Donc je leur ai demandé que le site reste propre. On a mis à disposition des poubelles, enfin tout ce qu'il faut. Alors ils se sont branchés anarchiquement en électricité, en eau, puisque légalement ils n'ont pas le droit. Bon, ils l'ont fait, mais ils prennent leurs responsabilités. En tous les cas, ils n'ont pas l'aval du maire pour ce genre de choses. Ils ont juste l'aval du maire pour les emplacements. Voilà, c'est un accord avec eux. Donc voilà, aujourd'hui, il faut rester humain. On ne peut pas laisser, des familles, quelles qu'elles soient, sur une dalle en béton pendant cette période d'été. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision-là aujourd'hui. On voyait quelques-uns, je pense qu'on va les revoir, d'occupation du campus, c'est assez récurrent, notamment l'été, Pierre. On a l'impression que les maires sont souvent impuissants quand même pour essayer de régler ces envahissements illégaux. C'est très compliqué, hein, tant que la métropole n'est pas en règle vis-à-vis du terrain de grand passage. Oui, il lui manque une aire adaptée. Ça fait très longtemps. Des années que le schéma départemental, hein, qui est départemental et préfectoral, nous donne l'obligation de construire et d'adapter un terrain de grand passage. Bon, ça devrait se faire sur le Fontanil-Cornillon, mais ça fait des années que ça dure, hein, parce que ça nécessite d'évacuer des carriers, hein, des gens qui, dans le BTP, qui ont des gros volumes de gravats et qui sont stockés là-bas. Donc c'est très compliqué, mais on a eu, nous aussi, chaque année, pratiquement des débordements. Hein. Donc quand ils n'étaient pas sur la plaine des sports, ils étaient sur la partie du domaine universitaire de JR. Et puis effectivement, on les chasse tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis ils se promènent dans la métropole, hein, on les voit à Domaine, on les voit à Échirol, on les voit. C'est très compliqué pour les maires que nous sommes, hein, parce que le préfet ne nous donnait pas satisfaction avec des arrêtés. Maintenant qu'il y a une solution, même si effectivement elle n'est pas complètement satisfaisante. Après, moi je rappelle quand même que sur les aires de grand passage, théoriquement, il reste 24, 48 heures, il ne reste pas longtemps. Hein. Il reste plus longtemps quand ils trouvent des aires avec de la pelouse, et puis ils savent faire, hein, comme le disait Christelle, ils se branchent sur l'électricité. Moi, je les ai vus en 12 heures de temps, ils installent les piscines, et avec les pompes à incendie, on remplit les piscines. Enfin, ils sont très organisés. Très autonomes. Voilà, très autonomes. Et donc, c'est très compliqué pour nous de pouvoir les chasser, parce que, c'est des caravanes, hein, on ne les sort pas comme ça. Hein. On reste humain malgré tout, quand même. Voilà. Alors, il y a un autre dossier qui est porté par la métropole qui va impacter directement les communes, c'est la mise en place de la ZFE. Depuis ce mois de juillet, Pierre Véry sait de quoi je parle, et vous aussi, mais peut-être un peu plus, parce que c'est un dossier que vous portez avec votre casquette de vice-président. Il y a 13 communes de l'agglomération qui font partie de cette zone d'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants. Alors, il y a JR, mais il n'y a pas Venon et pas Domaine. Pourquoi, Christelle ? Alors, pourquoi pas Domaine ? Parce que c'est ce que j'avais dit lors de la présentation il y a quelques années sur cette ZFE concernant les véhicules des professionnels avant tout, parce que là on parle des ZFE pour les véhicules des particuliers. Mais pour les professionnels, j'avais dit que c'était trop rapide.
On ne pouvait pas se permettre de demander à des professionnels qui ont du mal des fois à s'en sortir au quotidien, d'aller acheter un véhicule à 35 000 euros alors que leurs véhicules sont encore en état, et il fallait laisser le temps au temps, comme on dit. Sur la ZFE, sur les particuliers, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des familles qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des véhicules. On sait très bien que les véhicules électriques, même d'occasion, sont très chers. Dans certaines résidences, ils n'ont pas les prises électriques pour pouvoir se brancher. Donc je trouve que c'est un peu rapide pour moi. Je sais bien qu'il faudra le mettre en place à un moment ou à un autre, mais il faut laisser le temps au temps, et je pense que toutes les familles ne sont pas aujourd'hui à même de pouvoir investir dans un véhicule propre. Marc, c'est la même logique pour Venon ou... Alors, Venon est dans la ZFE pour les professionnels. Voilà, professionnels. Hein, donc, et on a montré l'exemple. C'est-à-dire, moi aussi, ça m'a embêté au niveau de la commune parce que j'avais un camion pratique et ancien, mais qui appartenait à la mairie. Qui appartenait à la mairie, et un tracteur aussi. Mais... Je sais qu'à Grenoble, ils n'ont pas encore changé tout le parc non plus. Non, mais quand on suivait en vélo ou à pied, on attendait que le camion s'enlève. Et donc, je pense que cette prise de conscience, elle a été pour nous aussi le moyen de dire que l'on devait montrer l'exemple et accompagner. Je pense qu'au niveau de la métropole, ce qui a été mis en place, même si cette transition doit se faire, elle doit se faire dans le temps, et on le rappelle, elle est quand même cadrée par la loi nationale. Hein. Nous, au niveau de Venon, on a travaillé aussi pour accompagner, pour dire aux personnes, au moins sur la partie professionnelle. Je ne dis pas que tout est facile, hein. On a des sujets compliqués, on a des vieilles voitures qui traînent encore. Bon, voilà. Après, sur celle pour tout véhicule, on n'était pas concerné. Je pense que ce qui a été c'était vraiment l'hypercentre. Voilà, de la c'était les 13 métropole. hypercentres pour permettre aussi d'avoir une politique un peu cohérente. Alors, il y a quand même un cas d'école aujourd'hui. Pierre, je me tourne vers vous puisque vous êtes concerné en tant que maire et en tant que vice-président. Si avec ma voiture polluante critère 5, j'habite Domaine et que je veux aller à Venon, je peux, mais je suis obligé de passer par Gières et là, je ne peux pas circuler. Alors, je prends ce cas un peu particulier, mais c'est vrai que c'est très complexe à mettre en place, hein, cette ZFE. Alors, c'est complexe, mais je voudrais quand même qu'on revienne un peu à l'origine. Hein. La première ZFE, véhicule utilitaire léger et poids lourd, elle date de 2019. Elle nous permet quand même depuis 3 ans. Alors, je vais gommer l'année 2020 où il y avait quand même très peu de circulation, mais 2021, donc 2020, 2021, 2022, 3 années de suite où la métropole de Grenoble est redescendue en dessous des seuils européens. Je rappelle, c'est un peu technique, 40 microgrammes par mètre cube d'oxyde d'azote, hein, combustion des très vieux diesels. Donc depuis 3 ans, on est plutôt entre 32 et 34 microgrammes. Donc on est bien en deçà des 40 microgrammes. Mais on sait que l'Office mondial de la santé préconise 10 microgrammes. L'Europe, d'ici la fin de l'année, va sûrement descendre l'exigence à 20 microgrammes par mètre cube. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. D'où la ZFE tout véhicule, qui est la loi. Moi je rappelle aussi... il y a beaucoup d'élus qui nous disent non, mais il ne fallait pas la faire. Il y a même un vœu vendredi pour repousser la mise en œuvre de la ZFE qui démarre le 7 juillet, hein, puisque l'arrêté sera daté du 7 juillet. Mais c'est la loi, hein, la loi climat et résilience d'août 2021 qui l'impose à un certain nombre de métropoles, et donc à la métropole de Grenoble. Après, en face de ça, il y a des milliers de personnes qui ont des problèmes cardio-respiratoires. Il y a plus de 350 décès par an qui sont imputés à la mauvaise qualité de l'air. D'un côté, les particules fines, hein, chauffage au bois, mais de l'autre côté, les oxydes d'azote, donc le diesel. Donc ça fonctionne, c'est-à-dire que ça marche. Alors, il faut y aller progressivement. C'est pour ça que notre zone à faible émission, elle sera non permanente, 7h, 19h du lundi au vendredi, pas les week-ends, qu'il va y avoir un certain nombre de dérogations. L'idée de la ZFE, c'est le report modal, hein, c'est de dire, on fait le pari que, allez, on va diminuer le nombre de kilomètres parcourus, un tiers des gens vont pouvoir se séparer de leur voiture. Pour ceux qui ne peuvent pas, on va mettre des aides en place, mais jusqu'à 3 500 €, qui cumulent aux aides de l'État à 7 000 €. Alors, Christelle a raison, une voiture électrique, ça coûte cher. Les moins chers, allez, je ne vais pas donner la marque, c'est plutôt 23 24 000 € neuf, mais tout le monde ne va pas se payer. Tout le monde ne va pas se payer ça. Donc, aujourd'hui, vous trouvez des voitures d'occasion, critère 1, essence, à 6 7 000 €. 7 000 €, justement, c'est ce que les foyers les plus modestes, ceux qui gagnent moins de 23 000 € par an, vont pouvoir bénéficier des aides de la métropole. Donc c'est ça le pari que l'on fait. Et effectivement, alors si vous avez une très vieille voiture et que vous devez aller à Venon, ben non, vous ne devriez pas pouvoir traverser Gières. Je rappelle que le premier pas, critère 5, c'est moins de 4 000 véhicules sur les plus de 200 000 voitures de l'agglomération. Et puis avec le renouvellement tendanciel, d'ici 2-3 ans, ces voitures-là, elles vont sortir. Mais on va aider. C'est-à-dire que... Et puis, si vous faites peu de kilomètres avec votre voiture, il y a des dérogations petits rouleurs qui vous permettent de l'utiliser
Donc vous remplirez un formulaire et moins de 5000 km par an, vous utilisez votre voiture. Parce que là aussi, il faut raisonner empreinte environnementale et écologie. On ne va pas mettre au rebut des voitures qui roulent peu pour que les gens achètent, par exemple, des SUV de 2 tonnes qui, là, pour le coup, ont le droit de rouler, mais usent des pneus, usent des freins et puis produisent beaucoup de CO2. Alors, ce n'est pas une mesure aujourd'hui qui est très populaire. Je crois qu'il y a eu une étude CSA là, pour l'association Mobilis qui avait montré que 60% de la population de l'agglo était pas favorable à la mise en place de cette ZFE en ce moment. Vous avez lancé à GR une concertation pour mieux se déplacer en ville. C'était en lien avec ça ou c'était plus global comme démarche? Non, c'est plus global. Ça fait 2 ans qu'on a lancé une étude qu'on a baptisée Mobile ID. On avait commencé par piétonniser une rue pour aller à l'école de Giers, la rue de l'Isère, pour aller au centre-ville. On l'a piétonnisée et finalement, retour d'expérience au bout d'un an, les gens sont ravis. Et donc, on peut se déplacer en toute sécurité, à pied, à vélo. Et donc, l'idée, on avait lancé une grande étude de mobilité il y a une quinzaine d'années quand le tramway est arrivé à Giers. On a construit un écoquartier, on a agrandi les voiries. Et on s'était dit, bon, il faut qu'on fasse une étude pour regarder des flux de circulation. Maintenant, il faut aller plus loin. On a une chrono-vélo qui vient d'arriver à la gare de Giers. Ça serait bien qu'elle puisse remonter. On envisage demain d'avoir une chrono-vélo. Quand je dis demain, c'est à 10-15 ans, le temps d'élargir les Ah oui, c'est après-demain, voilà. On va dire. Oui, mais c'est votre job, rôle aussi politique de d'envisager l'avenir. C'est inscrit, c'est de prendre des emplacements réservés. Chaque fois qu'il y a des bâtiments qui vont se vendre ou qu'il y aura de nouvelles constructions, quand on va rebâtir la ville sur la ville, on élargit pour permettre d'aller à Murianette et demain à Domaine avec un vélo. Donc c'est ça l'enjeu. Parce qu'il y a une grande étude qui s'appelle Mobile Air, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui date d'il y a 2 ans, Rémi Slama, une quarantaine de chercheurs vraiment le haut niveau des spécialistes en fait des maladies cardio-respiratoires, et qui nous disent le vrai sujet dans la métropole de Grenoble, c'est le vélo. Il faut arrêter de construire des tramways, ça coûte 25 à 30 millions du kilomètre. Donc on peut étendre les lignes existantes, on peut développer le bus, des bus à haut niveau de service, ça c'est clair. Mais il faut surtout développer le vélo. Parce que c'est bon pour notre santé, c'est bon pour le climat, et c'est bon pour le portefeuille de la métropole, parce que ça coûte moins cher de faire des pistes cyclables que de faire des lignes de tram. Alors là, on a un autre cas d'école avec Venons, parce que pour aller en vélo à Venons, là, il faut être vraiment sportif, Marc. Oui, mais il n'y a pas de chrono-vélo chez vous, pas de projet Il n'y en a pas, mais on est très sensible à ça. On a un programme d'ailleurs sur les cheminements piétonniers, parce que justement, on se rend compte que pour aller à l'école et déposer ses enfants, si on est obligé de prendre la voiture, on a tendance à garder la voiture. On a le bus, avec la ligne 59 qui passe et qui est relié à tout le réseau en bas. Et on a le développement du vélo électrique. Je suis un de ceux qui l'utilisent régulièrement, et on a beaucoup de personnes qui utilisent le vélo électrique, qui permet, sur cette partie un peu, on va dire, de monter un peu plus raide, de pouvoir le faire sans être exténué. Et je trouve que c'est quelque chose à vraiment encourager. On doit travailler, nous, principalement sur les parkings relais. C'est-à-dire les parkings relais, comment on les rend aussi accessibles, comment on peut laisser son vélo sans se le faire voler. Donc c'est des sujets sur lesquels on réfléchit. Mais en tout cas, la population venonnaise est très intéressée par le développement du vélo. Par contre, sécuriser la route pour monter à Venons, c'est difficile. Donc il n'y a pas 50 choix. Celle de rouler plus doucement en voiture et être plus attentif au vélo. Mais rajouter 20 cm sur la route départementale qui monte à Venons, c'est très très coûteux. Voilà. Alors parmi les pistes pour remplacer la voiture, on parlait d'après-demain, là c'est peut-être après-demain, c'est le RER métropolitain, un projet qui commence pour l'instant à sortir un petit peu de l'anonymat, mais bon, il n'y a rien de très concret. GR, en tout cas, sera concerné, puisque vous avez déjà une gare. C'est une des rares villes de la métropole à avoir une gare SNCF en fonctionnement. Vous avez tout, en fait, à GR. Vous avez le terminus du tram et puis cette gare. Il n'y en a plus à Domaine, par contre, depuis une dizaine d'années, Christelle. Est-ce qu'il y a le projet, demain, après-demain, de réouvrir quelque chose sur la voie SNCF qui passe dans la commune? Tout à fait. Il y a donc c'est le RER qui passera donc à Domaine. Donc il y a donc une halte ferroviaire qui est prévue dans le schéma directeur entre les partenaires comme la préfecture, la SNCF, la métro, la Concom, la région, tous ces partenaires. C'est un projet malheureusement qui est toujours repoussé parce qu'il y a toujours des aléas, des problématiques qui sont rencontrées. Là dernièrement, on nous dit que où il y a l'implantation qui était prévue, sera repoussée d'une centaine de mètres. Donc ça repousse un peu encore
au niveau du temps, ça va repousser cette halte ferroviaire. Il y a un travail qui se fait avec le président du SMAG. Je vois régulièrement à ce sujet. J'ai vu dernièrement donc, le président Ferrari aussi. Donc on essaie de pousser quand même ce projet pour qu'il avance et qu'il sorte assez rapidement. Là, on est à 2026, 2027 presque. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était 2025. Voilà, ça repousse, mais il y a un vrai besoin et il y a une vraie attente de la population, que ce soit la population de domaine ou la population des communes alentours. Ce soit, on a Revel qui est au-dessus, on a Murianet, on a Versou. Donc ce sont des communes qui sont en attente de cette halte ferroviaire. Et bien entendu, ça permettra aux habitants de la commune d'aller à vélo ou à pied, donc prendre le train pour aller du côté de Chambéry ou du côté de Lyon. Voilà. Vous y croyez à cette mise en place du RER dans les délais de moins de 10 ans, on va dire? On va faire un peu de politique quand même, puisque quand le président Emmanuel Macron a lancé le RER dans 10 métropoles... C'était en novembre 2022. Voilà, on fait une conférence de presse à Gières. Tout le monde était là, enfin tout le monde ou presque, puisque le département, les grandes entreprises, le préfet de l'Isère qui avait dépêché effectivement son secrétaire général. Il manquait qui autour de la table? La région qui est quand même avec l'État, l'ordonnateur et puis le financeur du RER. Aujourd'hui, on parle d'1 milliard pour réaliser le RER. L'État nous annonce verser 11% de ces 1 milliard. Donc vous voyez qu'il en manque un petit peu quand même. Donc il va falloir qu'on retourne voir les ministres, puis qu'on aille discuter avec Roland Wauquiez à la région pour savoir quel est ses objectifs, quels sont ses objectifs, quelle est sa politique en matière de transport. Il y a quand même des annonces là qui nous rassurent pas beaucoup, avec l'ouverture à la concurrence, notamment des lignes de TER. Des TER en Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça veut dire que si jamais ça marche pas, on dira c'est le privé finalement qui n'était pas au rendez-vous. Enfin là, c'est quand même, y compris pour la ZFE, c'est la condition de la réussite des déplacements dans notre agglomération. Et bien évidemment, au-delà, le Grésivaudan, le Voironnais. Donc il faut absolument que tout le monde soit au rendez-vous. Donc on va y croire. Mais il n'y a plus de semaines à perdre. Alors pour relever le défi climatique, oui. Je voulais relever ce que dit Pierre sur la région et l'aide de la région. Je pense que la région sera favorable et sera derrière la demande. Je pense surtout que c'est l'État qui fait pas le job, dans le sens où l'État nous prône toujours de développer le RER, mais c'est vrai qu'il ne donne pas beaucoup ou peu d'argent pour ça. Et moi, je ne vais pas taper sur la région, bien au contraire, parce qu'on est souvent très aidé par la région. Et je pense qu'ils mettront la main à la pâte si besoin, en tous les cas. Mais c'est la compétence de la région, quand même. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas la compétence de la métropole, le RER. Non, mais je parle de l'État. Oui, l'État et la région. Donc c'est ça la difficulté pour nous. Nous, on va mettre de l'argent, mais on ne va pas mettre ce qui manque, c'est clair. On a compris que c'est un dossier qui est encore loin d'être dénoué et que... Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler certainement dans les années à venir. Pour lequel on a un consensus, en tout cas sur la métropole. Oui, il y a une volonté une volonté des élus métropolitains. Ça, on l'a vu effectivement avec une point presse, un rassemblement à Gières il y a quelques mois qui avait montré l'unité y compris les industriels, du territoire. Qui étaient prêts à financer davantage, puisque le versement transport, c'est ce qui nous permet de financer aussi les transports en commun. On sait qu'il est à 2%, on est au taquet côté métropole de Grenoble. Ce n'est pas encore le cas sur le Grésivaudan ou le Voironnais. Et peut-être que l'on pourrait demander à l'État, et la demande a été faite au ministre, d'aller au-delà des 2% pour pouvoir le financer. Il n'y a qu'une région en France, c'est le Grand Paris, qui est au-delà de 2% sur le versement des entreprises. Et on sait qu'il y a des entreprises autour de la métropole qui ont quelques moyens. Alors, parmi les autres leviers pour relever le défi climatique, il n'y a pas que les déplacements, il y a la rénovation aussi des bâtiments, qui est un gros poste de dépenses énergétiques. Un village comme Venon est concerné aussi par ce type d'action? Alors, très concerné, parce qu'avec le prix et l'augmentation des fluides divers et variés, je peux vous dire qu'on est obligé d'être attentif. Alors, il se trouve qu'on a rénové, nous, l'école. On vient de rénover, avec l'aide du département d'ailleurs, et le financement, la mairie, qu'on inaugurera très bientôt, et la totalité de nos bâtiments avec l'ALEC, où on a un suivi aussi très important pour les communes. On a programmé les actions à mener pour que l'on soit en consommation énergétique minimale. Mais il y a vraiment un enjeu très très important à limiter la consommation, parce que voilà. Et dans une petite commune, nous on a quasiment tout fait sur Venon.
Il y a des dispositifs que la métro pousse depuis de nombreuses années pour aider les particuliers notamment. Oui, depuis 2010, Murmure, qui est la grande campagne de rénovation énergétique des bâtiments, c'est plus de 5000 logements rénovés à chaque mandat. Et aujourd'hui, Murmure s'adresse aux copropriétés. Il y a plus de 400 copropriétés inscrites. Et Murmure, bien sûr, s'adresse aussi aux maisons individuelles. Il y a MaPrimeRénov' de l'État. Donc Murmure vient compléter ces aides. L'Agence locale de l'énergie et du climat accompagne bien évidemment les particuliers. On avait été lauréat en 2013 grâce au guichet unique. Vous êtes un particulier, vous avez votre maison, vous voulez la rénover, vous vous adressez à l'AEC qui s'occupe de tout, de monter le dossier technique, de monter le dossier administratif, de monter le dossier financier. Et donc vous êtes accompagné de A à Z et elle va y compris vous accompagner pour consulter les entreprises. Et ça a été recopié maintenant dans tous les territoires. Donc oui, on est une métropole qui est très en phase et très en mouvement sur ce sujet. Et c'est le sujet majeur des évolutions climatiques, ces émissions de gaz à effet de serre à travers la consommation d'énergie. Et quand on regarde, nous, on se projette à 2030 et puis ensuite à 2050, c'est le premier étage de notre fusée, la rénovation énergétique des bâtiments. La loi va nous aider. Vous voyez que les bâtiments G, H vont très rapidement, là, au 1er janvier, sortir du parc locatif. C'est-à-dire que les gens qui ont des bâtiments énergivores, des logements énergivores, ne pourront plus les louer. Donc, ils vont être tenus soit de les vendre, soit de faire des travaux de rénovation. Et là, la métropole est là pour les accompagner. Et des villes aussi. Vous avez des villes autour de la table qui mettent la main à la poche. Moi, je rappelle, par exemple, qu'à on avait mis en place une exonération de taxes foncières pour les gens qui rentraient dans le dispositif Murmure. Et on accompagne aussi, avec 30 000 € par an de budget pour accompagner rénovation énergétique maison individuelle, mais également logement en copropriété. Alors vous étiez présent il y a quelques semaines chez Christelle Bayon à Domaine pour saluer l'arrivée de toits solaires. Christelle, c'était une des innovations de votre commune avec un montage un peu particulier, c'est ce bâtiment-là qui s'est... Donc ça, c'est un investissement privé, ce sont ces nouvelles zones artisanales qui s'est montée à Domaine. Donc ils ont souhaité mettre en place cette toiture en photovoltaïque pour de l'autoconsommation, je pense aussi. Ils vont essayer d'autoconsommer, mais revendre l'excédent. C'est une très belle opération. Mais je vais revenir juste sur tout ce qui est énergie et puis rénovation des bâtiments. On avait mis en place un CPE, un contrat de performance énergétique en 2009. Donc on n'a pas attendu. La prise de conscience générale. La prise de conscience générale aujourd'hui, ça a été mis en place avec un partenaire qui s'appelait Schneider à l'époque. Donc on était reconnu, au niveau national, on a fait des réunions au niveau à Paris, à Lyon, avec un délégué à l'époque, donc un adjoint qui s'occupait de ça. Donc on a mis en place tout ça dans nos bâtiments pour justement réduire les consommations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande de réduire plus, mais on avait déjà réduit beaucoup. Donc c'est compliqué quand on a mis au maximum déjà... Il n'y a plus beaucoup de marge. Voilà, la marge elle est réduite. Donc on le fait sur d'autres bâtiments. On l'a fait dernièrement pour l'été, parce que l'été aussi, dans nos bâtiments, on a chaud. Donc beaucoup de nos agents demandent souvent la climatisation. Donc je ne suis pas favorable à la climatisation, parce que c'est à l'encontre du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc on a fait peindre le toit de notre médiathèque en blanc avec à base de coquilles d'huîtres. Donc c'est nouveau, mais ça marche. Ça marche puisque à l'intérieur, elles ont moins chaud. Donc ça fait partie aussi des choses à faire et à penser pour nos personnels. Et c'est vrai que les climatisations, aujourd'hui, il faut l'éviter. Voilà, parce que c'est pas conseillé. Et en revenant sur le photovoltaïque, donc on a prévu sur nos terrains de sport, à Salvatore Allende, sur terrain de boules et terrain de tennis, de faire du photovoltaïque également en couverture pour avoir des terrains couverts, parce que c'était une demande des 2 clubs de sport. Et en plus de ça, un petit parking qui permettra de produire de l'électricité et de la vendre. Voilà. On a des parkings solaires aussi à GR depuis plusieurs années, Pierre. Oui, on a des parkings solaires sur le P+R, donc le parking relais du tramway. On a nos toitures qui vont être équipées également de panneaux solaires sur l'école, sur la plaine des sports. Moi, je voudrais donner une information, puisque c'est tout récent, la loi APER, accélération pour les énergies renouvelables, qui va demander aux communes, et ça, vous allez être informés, messieurs les maires, dès la rentrée au mois de septembre. Nous avions une réunion le vendredi dernier avec monsieur le préfet de l'Isère et puis ses services. Donc la loi APER, elle va demander aux communes quelles sont les zones où elles vont pouvoir accélérer le développement des ENR. Parce qu'aujourd'hui, on est très en retard sur nos objectifs. On est carrément
3 fois en dessous du niveau des objectifs que l'on devrait atteindre. Donc on va regarder zone par zone où on peut faire de l'éolien. Alors dans la métropole, il n'y a pas beaucoup d'espoir puisqu'il n'y a pas beaucoup de vent. Par contre, effectivement, développer du photovoltaïque, du solaire photovoltaïque, bien sûr. Il y a les réseaux de chaleur pour la métropole. Il y a des communes qui développent aussi des réseaux de chaleur. Donc tout ça va nous inciter à aller plus vite, plus loin. Et il faudra aussi lever les freins, parce qu'aujourd'hui, quand on veut développer ce type de projet, c'est compliqué. Le temps moyen pour sortir des gros projets de photovoltaïque ou d'éolien en France, c'est entre 8 et 10 ans. Donc il va falloir accélérer, et pour ça, il faut aussi que tous les leviers soient au vert. Je vous donne un exemple. On ne peut pas, autour de Grenoble, quand on est proche du centre-ville de Grenoble, sur les toitures des bâtiments grenoblois qui sont visibles de la Bastille, l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, n'autorise pas la métropole et la ville de Grenoble à mettre du photovoltaïque sur les toitures. C'est très compliqué. Moi, ça dénaturerait. Ça dénature le paysage parce qu'on est sur un centre ancien. Mais bon, à un moment donné, on nous dit qu'il faut accélérer. Oui, et puis il y a des contraintes de l'autre côté. Il y a des freins et puis il y a des barrières infranchissables. Donc, monsieur le préfet de l'Isère a été saisi de cette question. Nos parlementaires, les ministres également. Il va falloir qu'on progresse tous et qu'on aille tous dans le même sens. Vous évoquiez, Christelle, la difficulté de baisser encore les dépenses énergétiques quand on a optimisé ces bâtiments publics. Il y a beaucoup de communes qui se posent des questions sur des équipements énergivores comme des piscines. Alors, je sais qu'à Domaine, ça avait fait débat l'an dernier. Vous aviez fermé la piscine pendant une partie de l'été. Tout à fait, on avait fermé. Donc c'était volontaire. On a fait fermer 1 mois la piscine puisqu'on voulait se rebeller un peu contre la métropole. Donc j'étais allé voir les collègues comme le maire de Gières, et puis le maire du Versou, et puis le maire des communes aux alentours, en leur disant aujourd'hui on a quand même du mal à faire fonctionner les communes, puisque c'est plus de 150 000 € de déficit par an, une commune qui ouvre 2 mois, donc c'est énorme. Donc j'avais donc à l'époque avec le sénateur Michel Savin eu une réunion avec Monsieur Ferrari pour leur expliquer qu'aujourd'hui, il fallait vraiment qu'il y ait une aide métropolitaine pour les communes. Je ne parlais pas que pour moi, pour toutes les communes de la métro. Il y a une douzaine de communes. Il y a 16 piscines. 16 piscines, voilà. Il y a 16 piscines exactement. Donc ils ont vraiment on a vraiment un besoin d'aide pour l'investissement. Le fonctionnement, c'est autre chose. Et ce qui permettrait aussi d'éviter les fuites, parce qu'aujourd'hui on parle des réseaux d'eau potable où il y avait des fuites où il fallait les rénover. Aujourd'hui on a des fuites sur nos réseaux piscines et c'est pas des petites fuites. Donc il y a un moment il faut tout rénover, il faut tout remettre en place. Il y a des demandes qui sont différentes aujourd'hui pour les familles. Aujourd'hui, on a des piscines avec des couloirs de nage. Les familles aiment bien aussi avoir un peu d'ombre, avoir des jeux d'enfants pour les gamins. Il faut se renouveler et je pense que c'est important qu'on ait une aide de la métro. Donc, il y a eu un travail de fait depuis. Il y a donc un élu qui s'occupe de ça à la métropole. Je pense que les choses vont aboutir dans les années qui viennent. Une aide, donc ils sont en train de regarder exactement comment l'aide va être donnée aux communes. Mais je pense que c'est indispensable aujourd'hui si on veut garder nos piscines. La piscine sera ouverte cet été à Domaine ? Cet été, la piscine sera ouverte juillet-août. Elle a été ouverte la semaine dernière. J'étais donc présent à l'ouverture. On a fait une ouverture gratuite pour tous les Doménois. Donc en fait, on a fait des animations et les gens étaient très contents de voir cette piscine ouverte début du mois de juillet. Bon, il n'y a pas de piscine à Gières. Non, mais je peux rassurer Christelle Bayon, puisque c'est vraiment un sujet dont Thierry Semanaz, le vice-président sport, s'est saisi. Ça fait plusieurs mois que l'on en parle au sein de l'exécutif de la métropole. Il y a 16 piscines. Moi, je suis très content que le savoir nager, que les petits-enfants de Gières puissent apprendre à nager dans les piscines voisines. Et donc, il est prévu une délibération avec un budget de 2 millions d'euros par an jusqu'à la fin du mandat pour accompagner les communes qui possèdent des piscines, pour les aider justement dans l'investissement à améliorer les conditions de fonctionnement de ces piscines. Alors, il n'y a pas de piscine à Gières, mais on plante des arbres, notamment quand on rentre au CP, c'est ça ? C'est ça. C'est l'obligation. Voilà. Alors, les arbres, c'est important, puisque les arbres, c'est à la fois source de fraîcheur. Il faut les renouveler parce qu'il y a des essences qui vont disparaître quand le climat va se réchauffer. On a à peu près 1000 arbres sur Gières qui ont tous été repérés, remarqués avec les élus et les citoyens. Et effectivement, on avait lancé en début de mandat un plan dit canopé,
où pour chaque petit girois ou giroise qui rentre en CP, on plante un arbre. C'est pas lui qui va le planter quand même. C'est pas lui qui le porte, mais c'est lui qui le plante. Ah d'accord. Ah oui, ça fait 2 ans de suite et on a fait des petits reportages. On vous invitera à la prochaine plantation parce qu'on a nos services techniques, bien sûr, qui font les trous avec les bêches et autres, qui apportent les arbres et les arbustes. Et avec les élèves et les classes et les enseignants, les professeurs des écoles sont ravis. On a nos petits giroises et girois qui plantent les arbres. Et comme ça, derrière, après, ils les respectent, ils comprennent à quoi servent les arbres. Je vous dis, c'est 1000 arbres quand même sur GR, on en plante 70 chaque année, puis on va essayer aussi de les renouveler parce que voilà, les arbres, il faut les entretenir. Alors il y a un arbre, je ne sais pas qui l'a planté, mais il fait la réputation de Venon. Ah oui. C'est ce chêne là qu'on voit et que beaucoup de Grenoblois ou habitants de la région ont remarqué, perché comme ça sur son petit promontoire. C'est une des fiertés de la commune, Marc ? Ah oui, c'est un arbre qui a été classé arbre remarquable et qui a plus de 300 ans, qui aujourd'hui est sur un terrain privé. J'aime bien le rappeler aussi, donc voilà, donc il est important de respecter et sur lequel on a aussi des troupeaux qui pâturent, donc c'est important. Pour nous, il est le symbole aussi de la commune. Il parle de la fragilité et de la durabilité. Se rappeler que voilà, il faut prendre soin des choses, prendre soin des gens pour aussi durer dans le temps. Et ça nous rappelle aussi que la beauté des choses comme ceci, de cet arbre, nous montre que maintenir des terres cultivables autour de la métropole, des endroits où on peut se promener aussi et avoir de la fraîcheur, c'est ça qui fait aussi métropole. C'est pas, voilà, ça en fait partie et que c'est quelque chose qu'il faut conserver et protéger. Ouais, c'était des photos d'Alain Hérault qu'on a vu, qui inspire beaucoup de photographes, ce chêne de Venon, et vous le disiez, il est sur un terrain agricole. Oui. Vous essayez de relancer au niveau de la commune le retour de certains agriculteurs, notamment la vigne sur Venon. Oui, alors on a plusieurs agriculteurs qui travaillent sur notre commune et qui en vivent. Et c'est quand même important de le dire parce que c'est important aussi de trouver les débouchés, les ventes en local. On a un agriculteur qui fait du lait, on a un marché fermier qui est une fois par mois, sur le dimanche, 3e dimanche du mois. On a aussi un agriculteur qui s'installe et qui relance la vigne. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On aura bientôt du vin de Venon. Alors. Voilà, je pense. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Thomas Finot, ici qu'on connaît bien, et qui donc a planté ces cépages là sur Venon et qui, il faut 2-3 ans quand même pour démarrer. Et voilà, la commune a aussi un œil attentif sur ces jeunes qui s'installent et vraiment pour les encourager et essayer de leur trouver tous les débouchés qui sont nécessaires. En tout cas, on en attend beaucoup. On va finir cette émission avec un petit mot de sport, puisqu'on est à moins d'1 an des Jeux Olympiques de Paris. Le domaine fait partie des communes labellisées de terre de jeu. Christelle Bayon, quoi ça consiste ? Tout à fait. C'est développer et puis faire connaître les Jeux Olympiques aux enfants, surtout. Donc on a eu des opérations toutes les années en général. On fait venir des sportifs de haut niveau, des entraîneurs d'équipe de France de judo à une époque. Et puis dernièrement, il y a eu au collège une animation, vous voyez. Handi-basket. Handi-basket. Donc voilà, on fait des choses comme ça pour faire connaître le sport et puis pour que les enfants aussi s'inscrivent dans les clubs, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de clubs sur la commune de domaine et c'est important que les gens se reflètent aussi dans ce sport et dans ces Jeux Olympiques qui vont démarrer en 2024. Et voilà, c'est important pour nous, c'est pour ça qu'on est inscrit dans ce travail-là. On a peut-être reconnu sur cette journée d'animation Thierry Ray, qui est le premier Français à avoir été champion olympique de judo, qui était venu à Domaine. Exactement. Ce jour-là, vous savez quand est-ce qu'il a obtenu son titre? Quelle année? Tu te colles là. Ouais, Thierry Ray, ça date. Hein. Oui, premier Français champion olympique de judo. Ça date un peu, oui. J'allais pas dire 1980, mais... c'est 1980. Christelle, voilà, aux Jeux Olympiques de Moscou. C'est ça. Je sais qu'il y a un terrain synthétique aussi en projet sur la commune. Il y a un terrain synthétique en cours sur notre commune, parce que c'est vrai que c'est une vraie demande depuis plus de 20 ans par les clubs. Hein. C'est pas que pour le foot. Mais aujourd'hui, le stade est en herbe. Non, alors on a 2 stades. En fait, on a un stade en herbe aujourd'hui qui est très bien, qui est bien entretenu, mais on veut le préserver justement. Parce qu'aujourd'hui, on a un terrain stabilisé. C'est stabilisé. C'est un terrain qui a 40 ans, peut-être une quarantaine d'années.
Et donc il est très dur, il est compliqué. Et puis pour les familles, et pour les associations, ils souhaitaient justement qu'il y ait quelque chose d'un peu plus sympathique, et surtout pour l'hiver. Parce qu'aujourd'hui, pour l'hiver, on n'a plus de terrain. Dès que c'est un terrain en herbe et que c'est gelé, donc on ne peut plus jouer. Donc les enfants se retrouvent sans entraînement, et il fallait vraiment qu'on trouve une solution. Donc là, c'est les dernières générations de terrains synthétiques. Donc c'est du terrain synthétique avec du sable à l'intérieur. Donc ça évite aussi les arrosages, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui se font aujourd'hui en coco, en liège, mais il y a un arrosage à faire un peu pour garder une certaine humidité, ce genre de choses. Et donc pour éviter qu'il y ait trop de problématiques d'eau aussi, parce qu'il faut préserver l'eau aujourd'hui, hein. C'est une grosse demande de tous, hein, puisque l'eau maintenant devient précieuse. Donc voilà, c'est un terrain qui sera au niveau fonctionnement beaucoup plus fonctionnel et moins demandeur d'eau. Et donc sur ce terrain-là, on va aussi mettre en place de l'éclairage à LED. Voilà. Et il y aura, à côté de ce terrain-là, donc je précise, un terrain de pétanque aussi. Ah bah oui, c'est important. Pour nos pétanqueurs. On joue beaucoup à la pétanque à Domaine. Puisqu'on parle des JO, Pierre Véry, JR a accueilli il y a quelques jours la future équipe de France olympique de football qui est venue s'entraîner sur vos installations. Voilà, l'équipe de France Espoir. Après 2018 et la Coupe du Monde féminine, où on avait accueilli les Brésiliennes et les Canadiennes, l'équipe de France Espoir est venue s'entraîner à Gierbe. En fait, il loge sur la commune de Saint-Martin-du-Riage, donc à 15 minutes de Gierbe. Ça leur permet de pouvoir faire 2 entraînements par jour. C'est vrai qu'on a une plaine des sports qui est quand même dans un cadre remarquable, hein. On a cette chance de pouvoir disposer de ces installations à Gierbe, et donc ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils reviendraient. Alors bon, on leur a porté chance jusqu'au ils ont quart gagné final. Voilà, ils ont gagné, ils sont sortis, mais ils ont perdu en quart finale contre l'Ukraine. Mais bon, ils reviendront, et il y aurait a priori un certain Kylian Mbappé qui devrait jouer dans l'équipe de France Espoir, parce qu'il veut faire les Jeux Olympiques. Et donc, je crois, mais vous me le confirmez, qu'on peut bénéficier de dérogations dans les équipes nationales. Il faut avoir moins de 23 ans normalement pour faire les JO en football, mais chaque pays peut avoir 2 dérogations pour des joueurs plus âgés. Kylian Mbappé à 25 ans. Donc, Mais vos terrains à Gierbe ont été refaits il n'y a pas longtemps non plus. Alors, la plaine des sports, elle date de l'arrivée du tramway. Ouais, mais le terrain d'honneur, on a réfléchi comme vous il y a 15 ans maintenant en arrière. Hein. Pour le préserver, on a un terrain synthétique à côté. Lui, il a été refait l'année passée. D'accord. Et donc le terrain synthétique, il permet de jouer toute l'année. Et ça nous permet de préserver le terrain d'honneur l'hiver et l'automne, hein, quand s'il est trop spongieux, s'il y a des orages. Moi, je prends un arrêté pour interdire l'utilisation du terrain, ce qui nous permet de le préserver. Hein. Un terrain comme ça coûte quand même quelques dizaines de milliers d'euros à entretenir chaque année, donc il faut le préserver. Vous parliez de la plaine des sports, c'est vrai que la commune bénéficie d'équipements XXL oui. Dans ce domaine-là. Après, on a quand même 2600 sportifs. Vous vous rendez compte, 7200 habitants, 2600 sportifs dans les associations. On est obligé de faire du sport et de planter des arbres quand on vient à GR. C'est à peu près ça. Ah oui, regardez, là, on a des images. Là, on a l'une des plus belles salles de gym du département. Après, c'est un club de 450 jeunes filles, et puis qui, chaque année, va en demi-finale, voire en finale des championnats de France. Hein. Donc c'est quand même aussi une locomotive. Et puis le basket, le tennis, le foot. C'est des gros clubs à plus de 400. Tous les clubs que je viens de vous citer, c'est plus de 400 adhérents. Bon, en matière d'équipement sportif, venons, on n'est pas en reste. Hein. Stade de foot, piste d'athlétisme, terrain de basket, tout en un grâce à cet équipement qu'on va voir là en image. Marc. Et qui est très utilisé, hein, et par le périscolaire, par l'école et par les Venonnais. Ça permet de faire des tournois de volley, on fait des tournois de foot. Le sport est un important marqueur, et je rejoins ce que disait Pierre, parce qu'il est aussi soutenu par une dynamique, et en particulier du collège de GR, qui accueille les sportifs et permet de concilier études et sport. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup en tant que maire, qui envoyons nos jeunes dans ce collège-là, puis les lycées qui prennent la suite, et puis après l'université. Je pense que notre territoire est un territoire pour lequel le sport est un marqueur d'engagement, de sport individuel et de sport collectif, et que c'est une belle image de nos territoires. Oui, les champions notamment d'aviron qui ont fait leurs études au collège de GR. Il y avait une championne du monde junior, hein, donc on pourrait utiliser la maxime mens sana in corpore sano, donc, esprit sain dans un corps sain.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. On arrive au bout de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce QG des maires. Vous pouvez revoir toutes nos émissions, celle-là et les autres, en replay sur télégrenoble.net. Et puis on ne traversera plus vos communes de la même façon maintenant qu'on en connaît un peu plus leurs secrets. Merci à vous, merci messieurs. Merci à vous.